Nouvelle nomination sans doute d'Assem El Bebdaoui, l'ancien ministre des Finances, comme Premier ministre, avec le passage de Mohamed El Baradei comme vice-président chargé des relations internationales. Tout ça mérite encore confirmation car la situation est évidemment très mouvante en Égypte et on va essayer de faire le point. Tout de suite peut-être avec Bernard Rougier, président du Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale du Caire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous faire un point de la situation telle que vous la connaissez? Alors, pour le moment, les manifestations s'institutionnalisent en quelque sorte. Je parle des manifestations islamistes, puisque à l'est du Caire, au nord-est du Caire, donc dans le quartier de Madinat Nasser, où ont lieu les mobilisations pro-Morsi, pro-frères musulmans, il y a déjà des sanitaires pour les ablutions, etc. Donc, on s'inscrit dans le temps. Même chose à l'université du Caire. Donc, le Ramadan va être à la fois une phase de prière et ça va rester une phase de mobilisation. L'idée étant pour eux, évidemment, d'empêcher le processus institutionnel. Le signe plus positif, c'est qu'après les plus de 50 morts au siège de la garde républicaine à Héliopolis, on a le sentiment quand même que la tension a baissé d'un cran. Et que, me semble-t-il, on verra, enfin, je ne sais pas si on saura jamais exactement ce qui s'est passé, mais que là, les frères ne sont plus, aujourd'hui en tous les cas, dans la stratégie de tension qu'ils étaient hier. Parce que hier, Issam El-Aryan, par exemple, le vice-président du parti des frères musulmans Liberté et Justice, avait expressément appelé à des attaques non conventionnelles, qui évidemment ne laissent pas présager forcément des méthodes pacifiques de mobilisation, et devant le siège de la garde républicaine, où, dit-on, Morsi serait détenu. Donc, au moins, ce type de mobilisation, dans le mouvement, prend fin, et là on est plus dans une mobilisation statique de volonté de revoir le président revenir au pouvoir et de dénonciation du nouveau processus institutionnel. Merci beaucoup Bernard Rougier. On apprend sur le versant politique que les salafistes d'Al-Nour, deuxième parti islamiste d'Égypte, ne s'opposent pas à la nomination de Bebdaoui comme chef du gouvernement, et même si les frères continuent à refuser le calendrier tel qu'il a été proposé par le nouveau président. On va faire le point avec un sujet de Benoît Cristal sur les derniers événements de ces heures-ci. Le réveil d'un pays en état d'insurrection. Dès l'aube, la télévision d'État retransmet les images de la veille, le soulèvement armé des frères musulmans. Ce matin, les militants préparent la contre-offensive. Une grande manifestation cet après-midi dans les rues du Caire. Les partisans de Mohamed Morsi enterrent 42 des leurs tués lundi devant la garde présidentielle. Mohamed Morsi est mon président. J'ai voté pour lui et je défendrai ce vote même si je dois mourir en martyr comme mes camarades tombés au combat. Iront-ils manifester là où leur champion est toujours retenu par l'armée, au risque d'un nouveau massacre? Les deux camps semblent irréconciliables. Les vidéos diffusées par la confrérie montrent des soldats tirant à balles réelles sur les manifestants. L'armée, elle, diffuse en boucle ces images de militants pro-Morsi, des terroristes, dit-elle, qui auraient tué 3 soldats. Le président par intérim promet une enquête, mais semble inaudible. Adli Mansour annonce également des élections législatives avant la fin de l'année. Mais d'ici là, tout est possible. 6 jours après le renversement de Mohamed Morsi, l'Égypte n'a toujours pas de gouvernement et les frères musulmans rejettent catégoriquement le calendrier proposé par Adli Mansour. Est-ce que ça n'est pas ça, Amiral Daridan, le vrai problème, en dehors des graves incidents de la rue, la difficulté à trouver le consensus politique minimal pour avancer? Certes, c'est très difficile de trouver un consensus, et je ne suis pas sûre, personnellement, je vais être très cynique, qu'il faille trouver un consensus. Parce que nous sommes dans un processus révolutionnaire qui, par essence, veut dire que les gens ne sont pas d'accord. Par essence. Donc, pour avancer, il faudrait que des décisions soient prises. Et ce qu'on a vu de flottement entre M. El Baradei, Premier ministre, ou vice-président, ou Ahmed Bahreddin, ou maintenant Bebdaoui, on est complètement dans l'inconnu. Et plus on hésite comme ça, plus ça donne l'impression au camp adverse, qui est quand même le camp adverse, qu'on ne sait pas où on va.
Or, les révolutionnaires, les gens de Tamarod, les gens de l'opposition savent exactement où ils veulent arriver. Et c'est le moment de le dire clairement. Pour moi, ces tergiversations, c'est pas idéal. Marie-Ange Barbarie. Et je suis tout à fait d'accord avec Madame Daridan. Je pense que le danger réel en ce moment, c'est que en Égypte, dans les médias, partout, il y a une polarisation de les frères musulmans, El Nour, les islamistes, ils ne veulent pas participer aux négociations. L'armée a fait ci, l'armée a fait ça. C'est regrettable. Je pleure le sang égyptien, quelles que soient les affiliations politiques. Mais on est en train de voir une isolation des jeunes, notamment des jeunes de la campagne Tamarod, qui sont quand même ceux qui ont porté le mouvement, ceux qui ont fait que Morsi a chuté. Et il y a une espèce de polarisation comme ça au niveau international et interne qui moi, me fait peur parce que j'ai l'impression que pour des intérêts qui dépassent la population, on est en train de mener des négociations et de gentiment nous mettre de côté et de nous faire disparaître de toutes les images possibles et imaginables. Jean-Marie, est-ce que c'était pas, on l'avait, j'allais dire, subodoré, ce mouvement, il était d'une énorme puissance, et parce que c'était la rue et une grande partie de la jeunesse qui était mobilisée. En même temps, on l'a souvent dit ici en l'analysant, il n'avait pas de leader, il n'avait pas de traduction politique homogène, et à partir du moment où il arrive à ses fins, à savoir la chute de Morsi, j'allais dire, le jeu des forces politiques, religieuses reprend ses droits. Et évidemment, les jeunes manifestants ont l'impression d'être, peut-être pas encore, mais risquent d'être les dindons d'une farce tragique. Je pense que c'est la beauté de la révolution égyptienne. Elle a commencé il y a 2 ans, elle continue. Il faut pas, c'est normal ce qui se passe. Comme disait Mira, les frères musulmans, ça fait 80 ans qu'ils attendaient ce moment-là. Ils l'ont pris, ils ont prouvé leur incompétence pendant 1 an. Ils ont montré au monde entier et à l'Égypte que ce n'est pas le pays qui les intéresse. C'était clair pour tout le monde. Et du coup, les jeunes, ils ont dit, on va récupérer la révolution qui nous a été volée. Donc ce qui se passe en ce moment, ce ne sont que, je dirais, des négociations tout à fait normales. Moubarak a laissé le pays avec uniquement les frères musulmans qui étaient organisés. Il n'y avait pas d'autres partis organisés. Et d'ailleurs, les deux, aujourd'hui on parle de 2 partis qui sont les plus forts. Mais les 2 partis sont illégaux. La loi disait qu'il ne devrait pas y avoir de partis basés sur la religion. Et les 2 étaient basés, les premiers c'était celui des frères musulmans, et le deuxième est le Nour des salafistes. Mais quels étaient les autres ? C'était 3 mois après. Et ça, je pense que c'était le travail de l'administration américaine qui avait poussé dans son jeu et dans son pari avec les frères musulmans. Et puis, ils ont vu que leur stratégie, elle est complètement à l'échec. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils ne lâcheront pas. Les jeunes de la révolution d'il y a 2 ans ne lâcheront pas le pays. Et ces tergiversations ou ces négociations sont tout à fait normales. Elles vont certainement aboutir à quelque chose de très bien pour l'Égypte. Marie-Ange Barbarie, on ne peut pas reprocher non plus aux autorités transitoires qui sont à la tête du pays de tout faire pour éviter une logique de guerre civile. Bien sûr, mais j'aimerais revenir sur un point que vous aviez évoqué tout à l'heure. Les jeunes n'ont pas que fait signer la population pour Tamarod et mobiliser les gens, au passage 30 millions de personnes, pour faire chuter le président et point barre. Il y a une feuille de route qui a été écrite. C'est d'ailleurs la feuille de route que l'armée n'a pas l'humilité de dire qu'elle a pris toute son inspiration chez les jeunes. C'est un autre débat, mais bon, il faut le dire quand même. Armée et humilité, en général, ça fait... Oui, ça fait bon ménage. Donc non, on n'en est pas à la fin. En Égypte, remettons les choses dans leur contexte. Nous avons une population jeune, 30 millions de personnes en dessous de 18 ans, peut-être l'équivalent entre 18 et 45 ans. Donc c'est à cette partie-là de la population de dire ce qu'elle veut, et non pas aux dirigeants. Votre question ? Oui, la question, c'était, ils essayent d'éviter une logique de guerre civile en discutant et en essayant de trouver ce compromis avec, en effet, ce que vous désignez comme vos adversaires. On n'évite pas la guerre civile en faisant des discours à longueur de journée pour savoir s'il s'agit d'un coup d'État ou pas, en défendant la légitimité dans le sang et en refusant toutes les négociations. Et en plus, en isolant la seule partie qui a un rêve réel de justice sociale et de liberté sur tous les domaines en Égypte,
pour toute la société. C'est pas comme ça qu'on arrivera à faire les choses. Vous voulez que les choses se calment? Écoutez les jeunes, écoutez les gens qui portent le désir des peuples. L'armée égyptienne qui vient dans une déclaration à la télévision d'État de mettre en garde contre toute perturbation dans, je cite, le délicat et complexe processus de transition en Égypte. Je crois, moi pour ma part, et je ne fais pas partie ni du 30 millions de moins de 18 ans, ni malheureusement du 30 millions autres, mais je suis même au-dessus, et je pense qu'il y a un moment où il faut que l'Égypte fasse confiance aux siens, qui sont l'armée. Parce que l'armée, qu'est-ce que c'est surtout en Égypte, où tout le monde, tous les jeunes garçons font de l'armée. L'armée, c'est nous. Alors, il y a un moment où il faut leur faire confiance, et c'est le moment, maintenant, de ne pas se diviser et de dire, bon, l'armée nous a aidés à faire passer un message. Les jeunes ont lancé un message, Tamarot. L'armée a complété le message en l'instaurant sur le terrain. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, effectivement, ce n'est pas une dictature militaire, ni un coup d'État militaire qui se fait. Maintenant, il faut leur faire confiance. Ne fût-ce que jusqu'à ce qu'il soit prouvé qu'ils aient tort. Mais il faut leur faire confiance pour sauver le pays d'une guerre civile qui reste quand même possible, à laquelle moi je ne crois pas, mais qui reste dans la théorie. Mais vous ne la croyez pas, pourquoi? Les frères musulmans sont nombreux, ils sont organisés. Sont minoritaires, parce qu'ils sont très minoritaires. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on nous montre à la télévision, les regroupements de frères musulmans ne font pas des millions de personnes. Alors que de l'autre côté, on a vu jusqu'à 30 millions et plus peut-être dans la rue. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est une minorité. Les militants frères musulmans sont estimés entre 200 et 300 000. Alors que l'Égypte compte 90 millions de population. Bon, ils sont minoritaires, sauf qu'ils ont une capacité de nuisance, parce qu'eux n'ont pas peur de mourir. Et puis parce qu'ils sont organisés parce qu'ils sont de longue date. Mais surtout parce ils partent, ils l'ont dit d'ailleurs, ils partent au djihad. Et un des petits jeunes qu'on voyait tout à l'heure disait « Moi, je suis prêt à mourir ». Mais on ne vous demande pas de mourir. On vous demande au contraire de vivre et de faire vivre l'Égypte avec vous. Ils ont tout faux. Voilà. Jean Maher. Je partage son avis. C'est sûr que la période que traverse l'Égypte est une période très critique. Moi, je la trouve tout à fait normale. Les jeunes ont pas spécialement inquiets, ni les uns ni les autres, en fait. Si. Très serein. Non, il y a l'inquiétude quand même, il faut être très prudent. Moi, je ne vois pas un scénario de guerre civile. L'Égypte n'est pas comme d'autres cas. Il faut aussi... moi, je dénonce un tout petit peu la manière dont on dépeint cette deuxième révolution. Parce que tout le monde occidental parle de non-respect du processus démocratique. C'est pas vrai. C'est vraiment... Le processus était non démocratique. On ne va pas entrer dans le détail, mais même le processus d'élection de Morsi, il est quand même dans le doute. Oui, on l'a disséqué ici plusieurs fois. Et par contre, le process actuel est le process vraiment démocratique. Et ce n'est pas l'armée derrière laquelle est venu et soutenu le peuple. C'est l'inverse. C'est le peuple qui a fait sa deuxième révolte, comme ils l'ont fait avec Moubarak, ils l'ont fait avec Morsi. C'est exactement le même phénomène. Et l'armée a suivi. Donc, il ne faut pas parler de putsch militaire. Et d'ailleurs, je suis content parce que Catherine Ashton vient de le dire, qu'il ne faut pas classer ce qui se passe en Égypte dans la catégorie de coup d'État militaire. Ils ont mis plusieurs jours à réfléchir, vous êtes d'accord? C'était pas la tonalité des premières réactions américaines. Marie-Ange Barbarie, faire confiance à l'armée, c'est quelque chose dont vous vous sentez capable? Non. J'en étais sûr. Non. On n'a pas la mémoire courte. Moi, ce qui me sidère aujourd'hui, c'est qu'on soit en train d'essayer de justifier les comportements de l'armée, alors que pendant 1 an et demi de gouvernance par le SCAF, on a eu quand même 215 activistes assassinés. On en a eu 151 pendant l'année de Morsi. Et je pense que personne ne nous fera de cadeau. Et j'ai envie de leur faire confiance. J'ai envie qu'il y ait vraiment une réconciliation, qu'on repense l'institution militaire, qu'il y ait une éthique nouvelle. Et j'espère qu'ils iront dans ce sens-là, mais je pense qu'aujourd'hui, il est trop tôt pour s'exprimer sur cette question. Il faudrait attendre quelques semaines, voire quelques mois pour en parler plus Mais qu'est-ce que la rue peut faire encore? Maintenir la pression? Tout à fait. Tout à fait. Et de toute façon, les Égyptiens sont déterminés. Et
Et moi, je voulais revenir sur le point de Monsieur Maher par rapport à Lady Ashton et compagnie. Moi, je suis sidérée. Je suis sidérée. Pendant des jours et des jours, on ne savait pas comment qualifier de ce qui se passait en Égypte, mais il faut que les gens réalisent quelque chose de très important. Non seulement en Égypte, on a des rêves de justice sociale, de pain, de liberté et d'égalité, mais on a aussi un rêve de dignité. Et ça, il faut que tout le monde le comprenne. Les aides internationales qui pourraient être coupées du jour au lendemain parce qu'on pourrait qualifier ce qui est en train de se passer en Égypte de coup d'État ne sont qu'une façon d'asseoir la population, de nous dicter des politiques qui ne correspondent pas aux bénéfices de la population. Et ça, aujourd'hui, les Égyptiens en ont conscience. On a vu un mouvement de solidarité phénoménal dans les jours passés. Tout le monde met de l'argent sur le compte 306 pour sortir du gouffre l'économie égyptienne. Nous n'avons pas besoin des critères venus de l'extérieur. Nous n'avons pas besoin de la sympathie venue de l'extérieur. Nous voulons que notre voix soit écoutée et respectée. Je voudrais juste, Mira Daridan, vous demander de revenir sur le portrait d'Assem El Bedawi, ancien ministre des Finances et probable Premier ministre. Combien de temps, ça, on ne sait pas, parce qu'il y a un turnover assez rapide. Mais ça, pour ce faire, il faudrait revenir aux sources. Et les choses vont tellement vite en Égypte qu'on n'a pas le temps de se pencher sur les sources. Mais par contre, je voudrais rebondir sur ce que Marie-Ange Barbary vient de dire. D'abord, pour dire l'admiration que moi, près des 60 ans, j'ai pour cette jeunesse égyptienne. Ils sont formidables. Il n'y a qu'à voir Marie-Ange là, se battant encore, ne croyant pas à ce que l'armée dit. Et je suis pleine de compréhension pour ce que vous dites, parce que vous avez raison. Aucun d'entre nous ne va donner sur un plateau le résultat de la révolution première ou seconde en Égypte. Aucun d'entre nous ne veut dire ça. Ce que nous voulons dire, c'est, prenons du recul, attendons, laissons-les un peu faire avant de les juger beaucoup trop vite. D'Oxio. Dire que nous n'avons pas besoin des aides internationales, etc., la personne que je suis répond non. L'Égypte en a besoin, il faut reconnaître ce qui est. L'Égypte a besoin des aides internationales et l'Égypte a besoin d'une reconnaissance. Et ce que vous dites est tout à fait vrai, c'est-à-dire que nous sommes furieux de voir la façon dont on nous traite, la façon dont on regarde de haut pour nous donner des leçons de démocratie. Mais venez donc voir dans la rue ce que c'est que la démocratie. Venez donc reconnaître que l'Égypte n'a pas appelé les étrangers au secours pour les débarrasser de ces fascistes religieux, que l'Égypte n'est pas encore dans une guerre civile qui nécessitera des mesures. Et donc, il y a effectivement un certain respect à rendre au peuple d'Égypte. Ceci dit, nous avons, nous aussi, à arrêter de dire que derrière chaque chose négative qui nous arrive, ce sont les américano-sionistos, je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment... Là, il faut vraiment grandir. Il faut que nous grandissions pour changer ce discours, je pense. Je reviens sur la personnalité d'Assem El Bedawi, qui a été déjà haut responsable du pays et qui avait démissionné à la suite justement de morts coptes provoquées par l'armée. Bon, comme disait Mira, je n'ai pas, ça va tellement vite. Je connais Bedawi de nom, et je ne peux pas donner un avis personnel sur son caractère. Mais comme vous mentionnez copte, je suis d'origine copte moi-même, et j'ai entre les mains là 2 articles qui viennent de sortir. Je ne fais pas de pub, mais il y a... Allez-y. Voilà, il y a dans Marie-Claire et dans le Figaro Magazine, et tous les 2 sortent ce week-end, sur les disparus d'Égypte. Elles se résument ainsi. Elles sont des centaines. Femmes coptes kidnappées, mariées de force à un musulman converti à l'islam, désormais introuvables. Seules leurs familles sans souci. Le sort des chrétiennes n'intéresse pas le reste de la population, ni les autorités. Et ceci est un phénomène qui existe en Égypte depuis quelques années, depuis le temps de Moubarak, et qui s'est énormément amplifié après la Révolution. Évidemment, on n'en parle pas, mais on connaît des familles qui souffrent parce qu'enlever leur fille, qui est mineure, la forcer de changer sa religion, la forcer de se marier, et puis surtout l'interdire de ne jamais plus voir sa famille, l'identité de la fille est finie. Mais la famille également est terminée, humiliée, et ainsi c'est une attaque à la communauté chrétienne. Figaro Magazine et Marie-Claire. Un dernier mot ? Juste pour dire que, effectivement, Jean, il y a des enlèvements et on ne peut pas le nier. Mais à la base de tout ça, l'erreur, c'est de ne pas permettre à une jeune fille
copte de se marier avec un homme musulman, et le contraire est encore plus vrai, à une jeune fille musulmane d'épouser un chrétien. Qu'on arrête ça, qu'on entre dans une laïcité, et tout ça, ça Non, mais ça, je suis d'accord, mais ça n'a rien à voir Allez, avec... on finit sur ce point d'accord. Si rare. Ça, je suis d'accord. Hein, on en est même à se disputer pour savoir s'il faut observer la lune ou calculer le ramadan. Vous le savez, je pense que Romain Husteau va y revenir dans son grand journal. Allez, c'est Pascal Durand, le responsable des écolos, qui répondra à mes questions du Oui/Non à 18h30.